Bonjour et bienvenue pour notre exploration du jour. On part ensemble à Omori, un quartier de Tokyo, à première vue peut-être classique, mais son histoire est vraiment très riche. Absolument. Pour préparer ça, on a plongé dans pas mal de sources, des archives, des articles locaux et même quelques témoignages. Hmm. Notre idée, c'est de dénicher des anecdotes un peu surprenantes et surtout de repérer les lieux parfois très discrets qui en portent encore la marque aujourd'hui. Bon, on y va? Oui, allons-y. Omori, c'est vraiment une sorte de millefeuille historique, si on peut dire. On a des traces qui remontent à la préhistoire. Ah oui. Oui, puis on traverse l'ère industrielle jusqu'à nos jours. Et toutes ces couches, elles sont là, parfois juste sous nos yeux, si on sait un peu où regarder. Alors, commençons par le commencement. Les origines. Il y a une découverte assez fondamentale là-bas, c'est ça? Les amas coquillés d'Omori. Les Omori Keizuka. Exactement. C'est une histoire assez connue. En 1877, un zoologiste américain, Edward S. Morse. Depuis son train, c'est ça. Il voit quelque chose. C'est ça, il est dans le train, il regarde par la fenêtre et il repère ses accumulations de coquillages. Intrigué, il descend, il va voir, Et là, bingo. et là, bingo, il met le doigt sur ce qui va devenir le site de la toute première fouille archéologique scientifique menée au Japon. C'est pas rien. Ah oui, quand même. C'est vraiment un point de départ. On parle souvent du berceau de l'archéologie japonaise. D'accord. Ces amas, ils datent de la fin de la période Jomon. C'est cette très longue période préhistorique, chasseurs-cueilleurs-pêcheurs au Japon. Et on y a trouvé quoi exactement, à part des coquillages? Ben, les coquillages, bien sûr, mais aussi beaucoup de poteries Jomon, des outils en os, ce genre de choses. Et petite anecdote amusante, Oui. Morse n'avait pas localisé l'endroit de façon hyper précise. Du coup, il y a une petite querelle de clochers. Deux arrondissements voisins, Ota et Shinegawa, ont chacun leur stèle commémorative. Chacun dit « c'est chez nous ». Ah, excellent. Et est-ce qu'il y a un endroit aujourd'hui où on peut ressentir un peu cette histoire ancienne? Un lieu à visiter? Oui, tout à fait. Il y a le jardin du site archéologique d'Omori Keizuka. C'est assez petit, hein, une sorte d'oasis de calme en pleine zone résidentielle. D'accord. On peut y voir une coupe qui montre les couches de coquillages, c'est assez visuel. Et il y a aussi une reconstitution d'une habitation Jomon. C'est un bon endroit pour se poser et imaginer ce passé lointain. Intéressant. Bon, on avance dans le temps. On saute à l'ère Meiji, fin 19e, début 20e. Là, Omori change de visage avec l'industrialisation, j'imagine? Ah oui, complètement. Un des grands symboles de cette époque, c'est l'usine sucrière Miji. Elle s'installe en 1906 à Omori Minami. C'était une installation vraiment considérable pour l'époque. Une usine sucrière. Hmm. D'où venait le sucre? Alors ça, c'est un point important. Le sucre, la canne à sucre, venait principalement de Taïwan. Ah, qui était colonie japonaise à l'époque. Exactement. Donc cette usine, elle est directement liée à l'économie coloniale et à la modernisation du Japon. Le pays avait besoin de sucre raffiné. Et ça a aussi changé les habitudes, hein. Le café, le thé sucré, ça s'est développé à ce moment-là. C'est fascinant de voir ce lien direct. Est-ce qu'il reste des traces visibles de cette période industrielle? Oui, et c'est ça qui est intéressant. Il reste des entrepôts en briques rouges. Ils sont assez imposants. Ah, j'imagine bien le style. Voilà, architecture industrielle typique avec de grandes fenêtres en arche. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'ils ne sont pas juste là comme des vestiges isolés. Certains sont intégrés dans des bâtiments plus modernes. Comment ça? On trouve des bureaux ou même des cafés installés à côté ou dedans. C'est assez unique comme paysage. Boire un café là, en pensant que le bâtiment existe grâce à l'histoire du sucre qu'on met peut-être dans sa tasse. Ça fait réfléchir. C'est une belle image. Mais Omori, ce n'était pas que l'industrie lourde. Il y avait aussi un lien très fort avec la mer, non? Surtout pour une algue, le nori. Ah, le nori. Oui, absolument. Depuis l'époque Edo, bien avant l'industrialisation, Omori était le grand centre de culture du nori à Tokyo. On disait que c'était le Honba, Le honba. c'est-à-dire Le Rhône, le terroir d'origine, le fief, là où on faisait le meilleur nori. Les conditions étaient parfaites. Le mélange d'eau douce des rivières et d'eau salée de la baie, une baie calme. une tradition qui a duré des siècles donc. Oui, une économie locale très importante basée sur ça. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus, c'est fini. C'est fini, oui. Et la fin était assez brutale. Ça s'est arrêté net en 1962. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les grands projets de remblaiement de la baie Tokyo, pour agrandir le port, et aussi en préparation des Jeux Olympiques de 1964. Ah, les JO de 64. Voilà.
Ces travaux ont tout simplement fait disparaître les zones de culture. C'était la fin d'une époque. On a un témoignage d'un ancien pêcheur, M. Nakamura. Il dit juste « C'était vraiment triste. On sent le poids de cette perte. Ça a dû être un choc terrible pour la communauté locale. Un vrai bouleversement. Ça montre bien comment une modernisation, même nécessaire pour certains, peut effacer des siècles de tradition. Et comment est-ce qu'on garde la mémoire de ce passé maritime aujourd'hui? Il existe quelque chose? Heureusement, oui, il y a le musée du Nori d'Omori. C'est un musée dédié à cette histoire. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y voit les outils, les techniques, les bateaux spéciaux qu'ils utilisaient, et aussi ces drôles de sandales en bois très hautes, les norigeta. Pour marcher dans la vase. Exactement, pour travailler dans les parcs à nori sans s'enfoncer et sans abîmer les cultures. Et ce qui est beau, c'est que ce n'est pas juste un musée passif. Ah bon? Non, il y a des passionnés, comme ce même monsieur Nakamura, qui essayent de faire revivre un peu cette culture, symboliquement, hein. Ils organisent des ateliers, ils tentent même d'en cultiver un peu dans un parc aménagé sur le littoral, le parc Omori Furusato no Hamabe. C'est formidable cette transmission. Donc finalement, quand on se promène à Omori, on marche sur des couches d'histoire incroyablement diverses. La préhistoire des amas coquillers, l'ère industrielle avec ses briques rouges et cette tradition maritime du nori. C'est tout à fait ça. Tout ça est présent, parfois de façon subtile, sous l'apparence d'un quartier contemporain, somme toute assez ordinaire. Et cette histoire, elle continue de s'écrire, j'imagine. Oui, nos sources parlent de projets de réaménagement, notamment autour de la gare. Le quartier n'est pas figé, il évolue encore. C'est intéressant de voir qu'Omori a réussi à conserver des traces de ses passés multiples. Les kaizuka sont là, les entrepôts aussi, la mémoire du nori est préservée. Oui, et ça soulève une question pour finir peut-être? Je vous écoute. Si le quartier a su préserver ses traces, comment les transformations actuelles vont, elles, marquer le paysage? Quels seront les trésors cachés d'aujourd'hui que les gens chercheront à comprendre dans 50 ou 100 ans? C'est une excellente question pour conclure notre exploration. Qu'est-ce qui, dans notre présent, deviendra l'histoire de demain à Omori? Merci beaucoup pour cette discussion passionnante. Merci à vous.